Françoise Imré, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat inscrit à la Cour pénale internationale, ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme. Et on va décrypter avec vous dans un premier temps les enjeux de la déclaration du procureur de la CPI, Karim Khan. Ce dernier a fait un dépôt de requête aux fins de délivrance de mandat d'arrêt concernant la situation dans l'État de Palestine, je le cite. Est-ce que déjà dans un premier temps, ce type de dépôt est fréquent ? C'est la solennité avec laquelle il l'a fait est tout à fait particulière. Oui, c'est la procédure normale, bien sûr. Fréquent, non, parce que, Dieu merci, ce genre d'infraction est rare, malgré tout. Mais il l'a fait avec une particulière solennité et surtout, ce qui est tout à fait étonnant et pour dire toute procédure assez choquant, c'est le fait qu'il est mis dans le même quasiment dans le même sac, en tout cas dans le même acte, à la fois les Israéliens et le Hamas. Et ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette démarche. Justement, il aurait pu, entre guillemets, séparer ces deux choses, ou en tout cas le faire que contre le Hamas. Et justement, il y a une tendance à criminaliser Israël depuis certains mois. On l'avait vu avec l'accusation de génocide et de jamais criminaliser le Hamas. Là, c'est enfin une première poursuite contre le Hamas, mais en mettant cette équivalence, ce signe égal entre l'État démocratique et un mouvement terroriste. Oui, alors pour moi, c'est assez amer parce que j'étais avec des victimes du 7 octobre dans le bureau du procureur au début novembre pour lui demander la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre les chefs du Hamas. Et donc j'attendais, s'agissant du Hamas, cette décision depuis longtemps. Il avait tous les éléments d'ailleurs pour le faire depuis longtemps puisque les preuves sont là, les crimes du Hamas sont parfaitement documentés, l'intention du Hamas est connue. Donc, il aurait parfaitement pu, en décembre, en janvier, en février, délivrer son mandat d'arrêt international contre les dirigeants du Hamas. Et il a attendu d'avancer dans une enquête à la demande de saisie de plainte contre la partie israélienne, contre Netanyahou notamment. Il a attendu que ce volet de l'enquête soit mûr, selon lui, pour pouvoir annoncer les deux simultanément, comme si. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si, effectivement, cette criminalisation avait produit ses effets et que la réalité perçue était telle que une mise en cause du Hamas seule eût été inacceptable pour une partie de l'opinion. Et c'est ça qui est extrêmement choquant. C'est de se rendre compte que, finalement, la réalité perçue, et surtout perçue lorsqu'elle est le fruit d'une manipulation constante de l'opinion, finalement, elle est plus forte que les faits. Et puis au fond, moi ce qui me choque, c'est de me dire cette course, c'est l'héritier de Nuremberg, et c'est comme si dans le box des accusés à Nuremberg, on avait côte à côte à la fois les nazis pour les crimes qu'ils ont commis et les alliés pour les fautes qu'ils ont pu commettre dans leur action contre les nazis. Je pense en particulier à des bombardements de villes civiles comme Dresde, etc. Non pas que ces fautes ne doivent pas être faire l'objet d'un traitement judiciaire, mais d'ailleurs le droit de la guerre, le droit dans la guerre, ça sert à cela aussi. La justice internationale, c'est en soi un progrès. La protection des civils, c'est une préoccupation qui est légitime et qui est nécessaire. Il ne faut pas revenir là-dessus. Mais mettre côte à côte cette façon de tracer un trait d'équivalence entre les deux est difficilement supportable au regard de l'histoire. Dans le texte de la déclaration du procureur sont évoqués, je cite, le conflit armé international opposant Israël à la Palestine et le conflit armé non international opposant Israël au Hamas. Est-ce que ça vient aussi avaliser quelque part le fait que pour la CPI, le 7 octobre n'a pas commencé le 7 octobre, discours qui parfois est utilisé dans le débat public pour justifier ces massacres? Oui, mais ça c'est aussi parce que la Cour pénale et le bureau du procureur étaient saisis depuis plus longtemps, depuis plusieurs années d'ailleurs, de plaintes contre Israël et qu'ils ont voulu de ce point de vue-là répondre à ces plaintes-là pour ne pas être accusés de ne rien avoir fait puisque pendant des années ils n'ont pas mis en cause Israël alors qu'ils étaient saisis de plaintes. Donc c'est une façon de dire bon, on répond à l'ensemble des procédures dont on est saisi depuis un temps antérieur au 7 octobre.
Il y a plusieurs charges qui sont retenues contre les dirigeants israéliens, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de cette différence entre les deux et des implications des crimes contre l'humanité? D'abord, c'est une application, ce sont des crimes d'une très grande gravité et qui ont une portée morale considérable. Et ça, c'est aussi ça que la Cour n'a pas mesuré, je pense. C'est que ce sont des crimes d'une très grande gravité. Les crimes de guerre sont des crimes qui sont commis dans le cadre d'un conflit par une autorité militaire, par des officiers ou par le ministère de la Défense en l'espèce, enfin selon le parquet. Et ce sont des crimes dans un conflit. Et ce sont des crimes, qui sont liés à la conduite des opérations. Le crime contre l'humanité suppose un plan concerté et une gravité particulière. Enfin, c'est un degré supérieur de gravité par rapport aux crimes de guerre. Et ça, évidemment, quand on prononce ce mot-là, s'agissant d'Israël, une résonance toute particulière. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il y a une immunité. Ça ne veut pas dire qu'Israël ne doit pas répondre d'un certain nombre d'accusations, d'actions disproportionnées, de justifier les choix et les options militaires qu'ils ont prises, aussi certains langages de certains ministres aussi qui ont pu prêter qui ont pu interroger, mais enfin, il faut quand même le faire avec une certaine prudence, sachant que quand même Israël n'a pas voulu cette guerre, n'a pas voulu être dans cette situation, et s'est trouvé contraint à cette situation par les crimes du Hamas. Ce qu'Israël paye aussi aujourd'hui, c'est, à mon avis, aussi le fait de ne pas avoir lancé elle-même des enquêtes visibles, judiciaires, sur les allégations qui étaient formulées, à tort ou à raison, et soumises à un principe de complémentarité, de subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle n'est compétente que si l'État en question n'a pas la capacité ou n'a pas la volonté de juger lui-même ou d'investiguer lui-même. Or, il est évident qu'Israël a cette capacité. Quiconque connaît Israël, quiconque connaît l'indépendance de sa justice et de la Cour suprême, sait qu'Israël a parfaitement cette capacité. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu la justice israélienne pour dire nous allons prendre au sérieux ces allégations. Parce que ça aurait totalement coupé l'herbe sous le pied de la Cour pénale internationale. Ça aurait rendu les poursuites beaucoup plus... ça aurait tout simplement mis en cause la compétence du parquet de la Cour pénale internationale, encore une fois, qui est une compétence subsidiaire. Ils n'interviennent que pour autant que les États ne le font pas eux-mêmes. Et là, je pense qu'il y a une erreur de la part d'Israël, clairement, de ne pas avoir pris au sérieux à temps cette menace. Maintenant, j'ai lu la déclaration d'Anthony Blinken hier, qui m'a ce qui me révèle est quand même très choquant, c'est qu'en réalité, d'après ce qu'il dit, les Israéliens avaient donné rendez-vous aux agents de la Cour pénale internationale hier précisément à Tel Aviv pour pouvoir discuter des mesures prises par la justice. Excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Pour pouvoir discuter des mesures prises par la justice israélienne, des enquêtes en cours, et apparemment le parquet a décidé de faire sa communication sans attendre de savoir ce qu'allait lui dire la justice israélienne. Et si c'est le cas, si c'est vrai,
alors c'est une violation très grave du principe de complémentarité et même de loyauté du parquet, parce que, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voulait absolument associer les deux dans le même acte procédural. Israël n'est pas au-dessus des lois, j'en conviens. Mais poursuivre en même temps Israël et le Hamas, alors que dans cette affaire, il y a quand même un agresseur et un agressé, il y a un groupement terroriste et un état de droit, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'a fait le parquet hier. Françoise Imré, autre sujet, le financement de l'UNRWA. Vous avez écrit il y a quelque temps en tant qu'avocate victime du 7 octobre au ministre français Séjourné et Le Maire. Pour vous, la poursuite du financement de l'UNRWA par la France est illégale et l'un des principaux éléments, ce serait donc la participation d'employés de l'UNRWA au massacre du 7 octobre. Oui, mais pas seulement. Il y a la participation d'employés de l'UNRWA au massacre, il y a le fait que l'UNRWA dispense une éducation qui prodigue, qui incite à la haine et au martyre et qui est totalement contraire aux valeurs fondamentales de l'Union européenne et même contraire à toutes nos lois sur l'incitation à la haine raciale et la provocation à la haine. Il y a le fait que l'infrastructure offensive du Hamas soit intriquée dans l'infrastructure éducative et sociale de l'UNRWA. Ça veut dire tout simplement que les tunnels du Hamas débouchent à proximité immédiate, voire dans des établissements de l'UNRWA, que des moyens de l'UNRWA sont utilisés par le Hamas. Bref, il y a toute cette intimité d'hommes, de matériel, de moyens qui est problématique. Donc oui, c'est illégal à deux niveaux. D'abord parce que la loi est devenue très stricte sur le financement de tout ce qui peut être détourné en tout ou en partie vers le terrorisme. Et donc il y a simplement des règlements européens qui interdisent ces transferts d'argent bancaire. Et puis, il y a aussi la jurisprudence sur la complicité de terrorisme et le financement de terrorisme qui là encore, prohibe la participation, même sans intention sans intention claire, à une activité qui peut être en partie détournée vers le terrorisme. Donc oui, pour toutes ces raisons, c'est un financement qui, pour moi, est irrégulier. Et puis surtout, au-delà de la question de régularité par régularité, il serait temps qu'on se pose la question de savoir si cet argent envoyé à l'UNRWA depuis toujours, depuis des décennies, et on parle là de dizaines, de centaines de millions d'euros, s'il a contribué au rapprochement et à la paix, ou s'il a contribué à créer des antagonismes et à la guerre. Et moi, je suis parvenu à la conclusion que l'UNRWA ne va pas dans le sens de la paix, a joué un rôle négatif, ne serait-ce que aussi parce que l'UNRWA a entretenu artificiellement des populations dans un statut de réfugiés qui se transmet de façon héréditaire, que l'UNRWA les a entretenus aussi dans une culture de retour qui est un des poisons de ce conflit, qui est une des raisons de son irrésolution, et tout simplement qui fait le lit d'une haine qu'on a vu se déployer le 7 octobre, mais aussi depuis le 7 octobre. Donc, bref, ce que dit aussi, et ce qui est très intéressant, c'est que le rapport de Catherine Colonna est un rapport qui est assez accablant sur l'UNRWA, qui dit qu'il y a un problème de contrôle et un problème de neutralité. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour une agence onusienne que d'agir sans contrôle des financeurs et de manquer à son devoir de neutralité?
eh bien, je trouve qu'on ne devrait pas financer les yeux fermés sans au moins avoir fait un audit très approfondi du sens de la contribution française à l'UNRWA et du sens de la contribution européenne. Françoise Imray, une dernière question pour relier un peu les deux sujets qu'on a évoqués, à la fois sur cette demande que vous avez formulée au ministre. Est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant c'est inaudible et vous avez été vous-même diplomate? Il y a aussi des questions qui se posent là sur la réaction de la France à la suite de cette demande de la CPI. La France qui a exprimé évidemment sa condamnation des attaques du Hamas du 7 octobre, qui appelle constamment un cessez-le-feu à une solution à deux États, mais qui a quand même écrit, je cite, « La France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations ». Est-ce que cette phrase du Quai d'Orsay, elle vaut pour soutien à la démarche de la CPI contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant? Vous avez raison d'établir un trait d'équivalence aussi entre ces deux postures de la France, parce que, au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Quai d'Orsay est attaché, soutient les institutions onusiennes. Alors, il a raison dans son principe de soutenir les institutions onusiennes, il a raison de soutenir la justice internationale, mais pas à n'importe quel prix, dans n'importe quelle situation. Il a raison de soutenir les mécanismes mis en place, mais à condition qu'ils marchent. Donc, si vous voulez, je trouve que ce sont des phrases automatiques, c'est des postures automatiques de soutien à des mécanismes, à des institutions, qui ne se posent pas beaucoup et pas assez la question de la réalité de leur impact sur le terrain, et de la réalité de l'implication morale des décisions qui sont prises s'agissant du parquet. Là encore, le parquet demande, moi je suis quand même très très choqué, que le parquet ait attendu, en admettant même, si vous voulez, qu'il y avait des charges contre le gouvernement israélien, ce qui peut tout à fait se discuter, et en admettant même que les Israéliens ne soient pas en mesure ou n'aient pas la volonté de juger eux-mêmes. Le fait qu'il ait attendu d'être en mesure d'articuler des griefs contre Israël pour lancer le mandat d'arrêt contre le Hamas, c'est-à-dire qu'il voulait absolument les grouper, et c'est-à-dire qu'il pensait qu'il ne pouvait pas le faire seul contre le Hamas, là je trouve que ça porte la marque de notre époque, qui est une époque dans laquelle, encore une fois, les perceptions, la diabolisation, la criminalisation d'Israël joue un rôle, ce que vous évoquiez tout à l'heure, joue un rôle et à ce point façonner les esprits que le parquet a considéré que s'il le faisait, eh bien, ce serait incompréhensible et inacceptable pour une partie de l'opinion publique mondiale. Donc c'est très préoccupant, et dans ces conditions, moi je pense que on ne soutient pas les Nations Unies en soutenant l'UNRWA. On ne soutient pas la Cour pénale internationale en cautionnant de telles pratiques. Et s'il est vrai, et je ne l'ai pas vérifié personnellement, que le parquet de la Cour avait rendez-vous hier avec la justice israélienne pour savoir ce que la justice israélienne avait l'intention de faire, quelles enquêtes elle menait de son côté, et qu'ils ont annulé au dernier moment pour faire cette conférence de presse et pouvoir annoncer la demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou, alors là, c'est une violation très grave des principes auxquels le parquet est tenu. Merci Françoise Imray, avocat inscrit à la Cour pénale internationale et ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme, d'avoir été notre invité sur RCJ. Merci.